0, donc la solution, donc l'équation linéaire est égale à 0, et j'essaie donc de trouver la solution, donc mes vecteurs propres, donc moins 1, moins 7, ça me donne moins 8, 2, ça reste identique, et 0, ça reste identique, 0 reste identique, donc 3 moins 7 est égal à moins 4, et 4, ça reste identique, et enfin, donc 0, ça reste 0, 0 reste 0, et 7 moins 7 fois 1, ça me donne aussi 0. Donc j'ai perdu la troisième ligne, je n'ai pas de trace sur x3 dans la troisième ligne, par contre mon x3 est là, donc x3 et x2 sont là, donc ce que je remarque ici, c'est qu'il y a, c'est que x2 et x3 sont linéairement dépendants, et x1 et x2 sont linéairement dépendants. Donc je divise la première ligne par 2, la deuxième ligne par 4, et j'aurai donc la matrice suivante, donc le système suivant. De la première ligne, donc nous avons que x1 est égal à 1 quart d'x2. De la deuxième ligne, j'aurai x2 est égal à x3, et donc je vais mettre mon x3 est égal à t. Les équations linéaires deviennent x1 est égal à moins 1 quart. Moins 1 quart, pourquoi moins 1 quart? 1 quart. Donc j'enlève mon moins ici. x2 est égal à 3, et x2 est égal à t, pardon, et x3 est égal à t. Et c'est ce qu'on a vu que j'ai mis x3 est égal à 3. L'ensemble des vecteurs propres seront alors tout vecteur satisfaisant l'équation précédente. Donc, l'espace de vecteurs propres lorsque lambda est égal à 7 est égal à 1 quart, 1 et 1. Donc, c'est mon vecteur propre lorsque lambda est égal à 7. Et bien sûr, quel que soit le t, donc quel que soit le t que je mettrai ici, cette solution va satisfaire l'équation qu'on a mis tout en haut, donc cette équation. Voilà, donc j'ai trouvé les vecteurs propres, j'ai trouvé les valeurs de A. Maintenant, vous allez me dire pourquoi vous êtes en train de vous faire quelque chose qui date de la première année, et c'est quoi son utilité? On va voir toute son utilité, justement, dans la méthode de Harris, qui va utiliser les vecteurs propres et les valeurs propres de la dérivée du gradient de l'image tel qu'on a déjà calculé. Un petit rappel ici rapide. J'utilise une autre matrice B. Donc pour la matrice B, c'est exactement le même calcul que je vais avoir avec la matrice A, sauf que pour la matrice B, je vais avoir une puissance de 2. Donc lorsque je ferai donc toutes mes manipulations, je trouverai donc B moins lambda I. J'ai placé ça ici. Je fais mes soustractions nécessaires. Donc moins 1 moins lambda, 2 moins 0, tout ça c'est des zéros. Tout ça c'est des zéros, oui. Et 2 plus 2 moins lambda, moins 1, et 1 moins 2, et 1 moins lambda. Donc c'est ce que j'ai ici. 1 moins lambda, 2 moins lambda, et moins 1 moins lambda. Je calcule le déterminant, comme tout à l'heure. Donc je mets un moins 1 sur la première colonne, un 1 sur la première colonne, un moins 1 sur la deuxième colonne, et un 1 sur la troisième colonne, et je fais les multiplications nécessaires. Donc 1 fois moins 1 moins lambda, c'est moins 1 moins lambda, fois le déterminant du reste. Donc le déterminant du reste, c'est la première diagonale, moins la deuxième diagonale. Les solutions que je vais trouver, donc ce que je trouverai en faisant toutes les réductions nécessaires et toutes les multiplications nécessaires ici, va être lambda moins 3 fois moins lambda au carré, moins lambda plus 6 est égal à 6. Et ça, on le connaît depuis le lycée. Donc, c'est soit lambda est égal à 3, soit la première solution, soit la deuxième solution qui est égale à 0. Et là, pour trouver les solutions à cette équation de second degré, j'ai besoin de calculer mon delta. Donc, delta B au carré moins 4AC, je trouve mon delta est égal à 25, et mon delta est supérieur à 0, donc j'ai deux solutions. Lambda 1 qui est 1 moins 5 sur moins 1, donc c'est moins B moins racine de delta sur 2A, et moins B plus racine de delta sur 2A. Les valeurs propres de B donc sont lambda est égal à 3, ou bien lambda est égal à 2, c'est la deuxième solution, ou bien lambda est égal à la troisième solution. Les vecteurs propres, pour lambda est égal à 3,
je remplace tout simplement, comme j'ai fait tout à l'heure, j'essaie de faire un échelonnage, c'est pas échelonné, donc j'essaie de faire un petit échelonnage, donc je vais perdre la deuxième ligne, et j'ai ici x2 plus x3 est égal à 0, et moins x1 plus x2 plus x3 est égal à 0. Premier vecteur. Donc t fois 0. Pourquoi j'ai mis 0? Est-ce que mon x1 est égal à 0? Est-ce que x1 égale 0? Non, c'est pas 0. Pourquoi j'ai mis un... Alors, x1 est égal à 1 demi x2 plus 1 demi de x3. Ok, donc ici j'ai trouvé que x1 est égal à 0. Donc x3 est égal à 0 du moment que x2 est égal à x3, donc j'ai juste remplacé mes deux valeurs. Et effectivement, donc j'ai x1 est égal à 0, x2 est égal à moins x3 et b est égal à t. Et ici, mon vecteur propre sera égal à 0. Ce vecteur propre est une solution à mon système d'équations linéaires. Vecteur propre, je suis arrivé au point où x1 est égal à 3 sur 8 sur 8x. Je vais copier ça. 3 sur 8 x3, n'est-ce pas? Moins 1 sur 8 x3 plus 1 demi x3, ça me donne 3 sur 8 x3. Et pourquoi? Parce que j'ai remplacé x2 par sa valeur. Donc 1 demi de x2, je remplace x2 par 1 quart de x3 et j'aurai donc cette équation. Et ça, je vais vous laisser donc à tête reposée revoir cette solution. Et normalement, vous trouverez exactement la même chose. Donc j'ai mon x1 est égal à 3 huitièmes x3, mon x2 est égal à moins 1 quart de x3, et mon x3 est égal à mon t. J'ai remplacé x3 égal à x3, donc je remplace x3 par mon t, je sors le t, et j'aurai donc 3 sur 8, moins 1 quart et 1. Donc x3 est égal à t, x2 est égal à moins 1 quart de t, moins 1 quart de x3, et x1 est égal à 3 huitièmes de t. Voilà. Ensuite, j'ai lambda est égal à moins 3. Je remplace pareil et je tomberai sur ce vecteur. Donc, pour ce vecteur propre, j'ai trouvé que x1 est égal à 3 huitièmes. Non, c'est pas un 3 huitièmes. C'est moins 2 x3. Alors là, j'ai dû me tromper lorsque je mettais copier-coller. Donc, moins 2 x3. x2 est égal à x3. Et donc, j'aurai mon vecteur propre. Moins 2, 1, 1. Donc, très très simple, j'ai deux équations, je me base sur mes deux équations pour trouver mes vecteurs propres et mes valeurs propres. Je pense qu'il n'y a pas de question pour ça, vous avez déjà fait, je suis juste en train de faire un rappel. Mais je pense quand même la question, est-ce qu'il y a des questions sur les vecteurs propres et les valeurs propres? Pas de questions, s'il vous plaît? Oui, Abdelkader, il existe une fonction. Merci Abdelkader pour cette question. Vu que j'avais une petite remarque, malheureusement mon PC était éteint, donc je ne sais pas si je peux lancer rapidement Python. Donc on a une fonction effectivement pour calculer les vecteurs propres et les valeurs propres. Mais le problème avec la fonction prédéfinie, enfin, problème... c'est pas vraiment un problème, mais la façon avec laquelle travaille donc la fonction prédéfinie Python, qui est eigen, je crois, quelque chose, c'est que lorsque vous appelez votre fonction, vous allez trouver un résultat légèrement différent de celui-ci. Pourquoi légèrement différent? Parce que dans Python, vous allez avoir des valeurs réelles, des vecteurs propres et des valeurs propres. Donc, et ça, c'est pas différent de ce qu'on est en train de faire. Ici, c'est juste que nous, on multiplie par t et on dit que quel que soit t appartient à 1. Dans Python,
Et vous allez le trouver aussi dans MATLAB, vous allez trouver exactement le même résultat lorsque vous appelez la fonction de vecteurs propres et calcul de vecteurs propres et de valeurs propres dans d'autres librairies, notamment la librairie de MATLAB. Vous allez trouver une solution légèrement différente que celle-ci, mais ce que vous allez trouver exactement identique, c'est les ratios. C'est-à-dire que si dans ma solution, j'ai trouvé ma solution mathématique, j'ai trouvé -2, 1, 1, dans Python, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à -0,8, alors 0,4 et 0,4. Donc les proportions vont être exactement pareilles. Donc 0,4 c'est monté, 0,4 c'est aussi monté, mais -0,8 c'est -2 fois monté. Donc voilà. Est-ce que je vais vous demander d'écrire l'algorithme qui calcule les vecteurs propres et les valeurs propres? Non, je ne vais pas vous demander ça, mais je vais vous demander d'utiliser une fonction prédéfinie et voir la différence de résultat. Et à chaque fois que vous allez calculer des valeurs propres et des vecteurs propres d'une certaine matrice, vous allez trouver donc vos vecteurs propres entiers, comme on vient de le faire, mais dans Python, vous allez trouver des valeurs réelles, mais toujours les mêmes proportions, toujours. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Abdelhad? Très bien. Très bien, on continue. Donc, je reviens sur l'exercice 3. D'autres questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Très bien, donc je passe à l'exercice 3. Il est où notre exercice? Exercice 3, donc. Similairement au détecteur Moravec, le détecteur Harris cherche à trouver les pixels d'intérêt dans une image. Et je reviens encore une fois à vous dire que ce qu'on cherche dans une image, pourquoi je me casse autant la tête? Je cherche des points d'intérêt. Et les points d'intérêt, je vous ai déjà dit qu'on a passé des décennies à chercher la meilleure description possible pour une image donnée. Et cette description doit être la plus discriminante possible. Que veut dire discriminante? Veut dire que si je prends un point d'intérêt à l'intérieur d'un visage, ce point d'intérêt doit être propre au visage. C'est-à-dire que ce point d'intérêt, je ne vais pas le trouver dans une voiture. Si je prends par exemple un point d'intérêt qui est sur mon visage, si une voiture a la même couleur que mon visage va être confondu avec la voiture. Et ça, on ne veut pas que notre robot ou que notre algorithme de détection ou de classification de vision par ordinateur fasse une erreur aussi bête. Et je peux aller même un peu plus loin. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de autonomous vehicles, donc les véhicules autonomes. Et dans un véhicule autonome, il est très important de différencier une plaque de circulation avec une voiture, avec un humain. Et si je me base sur la couleur de la peau pour dire que c'est un humain et qu'une voiture passe avec cette même couleur, je vais avoir un gros problème. Je vais avoir mon robot, ma voiture autonome va faire un très grand accident. Quelque chose de grave. Peut même tuer une personne. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsque je détecte un point d'intérêt dans une personne, dans un visage, dans une morphologie humaine, ces points d'intérêt doivent être propres à l'humain et ne doivent pas être confondus avec la voiture. Et comment je peux connaître ça? Je le connais à travers le voisinage. Et c'est ce qu'ont fait plusieurs descripteurs dans la littérature. Et on avait parlé de Moravec. On a aussi initié un petit peu dans le TD de la semaine passée le descripteur SIFT. Et on a un très grand nombre de descripteurs qui cherchent justement à différencier les objets des différentes classes, des images différentes, en se basant sur le voisinage. Donc, pour notre exercice, on va aller chercher un décalage UV, comme on avait vu dans Moravec. Vous vous rappelez, dans Moravec, on avait pris des décalages
en ligne et en colonne, pardon, en ligne et en colonne, et on avait cherché donc les différences du pixel avec ses voisins, avec une fenêtre glissante. Donc la fenêtre AB, si vous vous rappelez, c'était une fenêtre qui glissait du haut jusqu'au bas. Et tantôt, on cherchait une différence ligne avec ligne, tantôt colonne avec colonne, et tantôt diagonale avec diagonale, pixel de diagonale avec pixel de diagonale. Harris a pensé à quelque chose d'autre, a pensé à intégrer la dérivée de l'image. Et comment il va intégrer la dérivée de l'image? C'est ce qu'on va expliquer en expliquant le détecteur de Harris. Et pourquoi on explique ça? Pour l'implémenter. Je reviens sur mon descripteur Harris et on va essayer d'expliquer la méthode. Donc le détecteur d'Harris passe par plusieurs étapes. L'idée de base est le calcul de l'erreur ou le changement d'intensité E sur la fenêtre telle que j'ai une fenêtre sur mon image. Et ce que je cherche sur mon image, c'est dans cette fenêtre UV, je vais chercher donc les pixels de la fenêtre multipliés par le déplacement. Donc X plus le déplacement dans les lignes, Y plus le déplacement dans les colonnes, moins le déplacement, le pixel sur lequel je suis, et élevé à la puissance 2. Et mon objectif, c'est de savoir si I de X, Y est oui ou non un point d'intérêt. Alors ça, j'enlève la numérotation des équations, parce que je ne l'ai pas trop utilisée. Donc W est une fonction de la fenêtre, et en fait, la fonction de la fenêtre n'est autre que l'image filtrée avec le filtre gaussien, avec un sigma soit gros. Grand. Ça, c'est aussi un paramètre utilisateur. Quand est-ce que je dis le sigma est gros? Donc là, on va le voir avec les paramètres de Harris durant le TP. Donc W, X, Y est une fonction de fenêtre. La fonction fenêtre, on avait dit que c'était la convolution, donc c'est généralement un filtre gaussien, donc j'applique la convolution de l'image avec un filtre gaussien, avec un sigma qui soit grand. I de X plus U, Y plus V, c'est l'intensité décalée, exactement comme on avait vu avec Moravec, et I de XY, c'est l'intensité de l'image. Cette mesure est aussi appelée autocorrélation de l'image. Quelle mesure? Cette mesure, donc E de UV. Donc à l'équation, bon, j'ai enlevé donc les numérotations, à la première équation, nous appliquons un développement de Taylor. Et le développement de Taylor, je pense que vous avez déjà vu ça en première année. Et je sais que vous vous êtes dit, pourquoi on fait ça? Donc, à quoi va bien nous servir? Et voilà, ça sert. Donc, le développement de Taylor, à quoi il nous sert? Il nous sert à approximer une fonction. Et ce que vous avez déjà fait, c'est lorsque j'ai une fonction f de x, je vais chercher une certaine valeur a et je vais approximer ma fonction f de x à la valeur a. Et comment je l'approxime? Je vais dire que f de x est égal à f de a plus la dérivée de f par rapport à a sur 1 factoriel fois x moins a, plus la dérivée par rapport à a sur 2 factoriel fois x moins a au carré. Et ainsi de suite, et à chaque fois, j'élève la puissance. J'applique le développement de Taylor sur ma fonction, sur ma mesure. La mesure qui va me dire est-ce que mon point clé, est-ce que mon pixel est un point d'intérêt, oui ou non. Donc, ça c'est ma matrice d'origine, mon équation originale. Ça c'est la règle du développement de Taylor. Donc, ma fonction est une fonction discrète. Donc, approximer, je veux approximer cette fonction. Donc, I de x plus u, y plus v. Et je sais que x et u, c'est des valeurs discrètes. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'approximer au voisinage d'xy. Donc, je vais considérer que mon a, c'est mes x, y.
Mais mon A ici, ma fonction était à une seule dimension. Lorsque je fais l'approximation de la fonction de Lagrange, c'est une fonction à deux dimensions. Donc, dans ce cas-là, je vais calculer la dérivée par rapport à x partielle, donc la dérivée partielle, le gradient, comme on le connaît, et la dérivée par rapport à y, donc la dérivée partielle qui est le gradient, comme on avait déjà vu aussi. Donc, une image est une fonction discrète à deux variables, donc nous considérons dans l'équation, dans la deuxième équation, nous considérons que A, dans la deuxième équation, est x, y. Il faudra donc dériver partiellement i en fonction de x, donc gradient de x, et i en fonction de y, donc gradient de y. Pour l'approximation, en utilisant le développement de Taylor. L'approximation du terme i de x plus u, y plus v donnera donc i de x plus u, y plus v. On avait dit que ça sera i de x, y. Donc ça c'est mon a. Donc je reviens, c'est f de a. Donc c'est x, y. I de x, y, f de a. Plus la dérivée par rapport à a. On avait dit que mon a, c'est maintenant x, y. Mais je ne peux pas dériver directement pour x et y en même temps. Donc je vais dériver d'abord par rapport à x. Donc la dérivée partielle sur 1 factoriel fois x plus u. Donc ça c'est mon x moins x. Donc ça c'est mon a. Donc c'est x plus u moins x. Je reviens sur moi. C'était x moins a. Et j'ai dérivé donc f de x. Mais nous on a f de x plus u. Donc x plus u moins x, c'est la valeur que j'ai prise. Et là, j'ai considéré que ma variable, ce n'est pas mon x, c'est mon u. Donc c'est la dérivée par rapport à x sur 1 factoriel fois x plus u moins x. Je ne fais que des remplacements par rapport à la première règle de Taylor. Et la dérivée par rapport à y sur 1 factoriel fois y plus v. Donc ça, c'est l'original. Y plus v. Y plus v moins y. Donc ça, je suis en train d'appliquer x moins a. Bon, a maintenant, c'est mon y, vu que j'ai fait la dérivée partielle. Et donc, je vais éliminer x moins x. J'élimine ici aussi x moins y, et je tomberai sur i de xy plus u fois la dérivée de i par rapport à x. Donc, fois u de i de x plus v fois i de y. Donc, j'ai éliminé le y avec le y et je suis resté seulement avec le v. Et le v, je sais que c'est un scalaire. Moins i de x, y, le tout au carré. Donc ça, je n'ai pas touché. En fait, j'ai pris ce terme et je lui ai appliqué un développement de Taylor. J'ai appliqué donc une approximation en utilisant les séries de Taylor. Et la deuxième partie, je ne l'ai pas touchée. Donc la deuxième partie est là. La première partie, c'est ce que j'ai obtenu. Donc i de xy plus la dérivée par rapport à x fois u plus la dérivée par rapport à y fois v. J'obtiens donc u de ix plus v i y. Donc la dérivée partielle, ça c'est le gradient de l'image par rapport à x. Ça c'est le gradient de l'image par rapport à y. Et u et v, c'est mes déplacements. W, c'est la même chose. Donc je garde mon w. Et je remplace donc u de i, j'enlève le tout, et je vais me retrouver avec cette fonction. Je n'ai pas encore terminé. Je vais essayer de faire sortir les valeurs indépendantes de xy. Donc je suis en train de sommer par rapport à xy. Donc ce qui va devoir rester à l'intérieur de ma somme, c'est tout ce qui est lié à xy. Donc ici, alors, avant de faire ça, donc, u de ix plus v de y au carré, ça c'est un calcul matriciel. Donc je vais sortir u et v et ix, y. Donc ça c'est exactement si j'avais fait si j'écris ici. Donc j'aurai alors u ix plus v y. C'est tout simplement, en calcul matriciel, c'est u
V fois IX, IY. Et je sais qu'en calcul matriciel, je prends la ligne fois la colonne. Donc U fois IX plus V fois Y. J'ai juste réécrit ce que j'ai écrit ici. Alors, ça va me donner donc W fois UV, et je toujours en calcul matriciel. Donc, IXY multiplié par IXY fois UV. Donc ça, on est dans le calcul matriciel. Pourquoi? Parce que UV est indépendant de la somme. La somme est en fonction d'XY. Donc je sors mon UV et je sors mon UV de l'autre côté. Et je vais avoir donc cette matrice qui est la somme de XY fois WXY fois UV fois la dérivée de l'image par rapport à la dérivée de l'image par rapport à Y multipliée par la dérivée de l'image par rapport à X fois la dérivée de l'image par rapport à Y. Donc j'ai juste sorti mon UV ici et sorti mon UV ici aussi. Alors ici, je passe le UV. Ok, donc on a dit, d'abord, UV au final, c'est égal à quoi? Donc, UV, la matrice, l'équation avec laquelle on a démarré, est maintenant égal à UV, c'est le même UV, multiplié par M, ça je l'ai appelé M, qui est la somme de la fenêtre W fois la dérivée par rapport à X par rapport à Y, fois dérivée par rapport à X, fois dérivée par rapport à Y. Ça, j'ai appelé ça la matrice M. Et ici, je vais multiplier par U. Si j'ai oublié. Non, je sais pas, donc c'est donc UV est là. C'est bon, donc UV fois M fois UV. On va jusqu'ici, tel que M est égal à quoi? Juste ce qu'il y a à l'intérieur. La somme WXY, donc ça c'est pour la convolution avec un filtre gaussien, et ça c'est ma dérivée de l'image. Donc en fait, j'ai multiplié ligne fois colonne, donc I de X fois I de X, ensuite I de X fois I de Y, I de Y fois I de X, et Y fois I de Y. Calcul matriciel, donc ça prend le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est un calcul matriciel. Donc, c'est ma matrice résultat. Et c'est la matrice M. M plus AV, c'est la matrice de covariance. Heureusement, l'équation d'une ellipse et M est matrice de covariance. Si on calcule la valeur propre de la matrice M étant lambda,